Oui, alors bonjour Sandrine, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Donc Sandrine, bonjour, Sandrine Devic, euh, qui est donc maman de deux garçons qui ont 11 et 13 ans et qui est mariée à Nicolas, donc Nicolas Devic. Vous êtes les créateurs de J'entreprends ma vie. Hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va un petit peu parler de ce que vous avez fait, puisque tu travailles en collaboration avec ton époux. Donc, vous êtes les fondateurs de J'entreprends ma vie, qui est un gros projet familial, on va dire, qui accompagne les entrepreneurs, en l'occurrence, qui veulent réinventer leur vie. Hein. Vous avez différents programmes, on en parlera un petit peu plus tard dans l'entretien. Euh, et vous avez également créé un nouveau produit qui s'appelle le village virtuel, dans lequel vous pouvez rassembler donc tous ces entrepreneurs qui veulent se réinventer et refaire leur vie. Alors, ça part d'un projet, c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même, puisque vous étiez avant des salariés, non pas des entrepreneurs. Et puis un jour, vous avez décidé d'entreprendre votre vie. Et donc, c'est de cette manière que est né votre projet. Alors, je suis très bavarde, donc je vais encore un petit peu parler avant de commencer à te poser toutes mes C'est ça questions. très bien. Merci. J'aime bien parler de ce que vous avez fait, donc le fait que vous étiez salarié, puis qu'un jour vous avez décidé de changer votre vie, de bouleverser votre vie et de l'entreprendre réellement avec vos deux garçons et avec mon mari, parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait également, moi, et c'est pour ça que ça me parle, puisque j'étais également salariée, puis un jour, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai tout changé, que j'ai démissionné, que j'ai entrepris également ma vie. Et aujourd'hui, je suis, moi, comme vous, guide de vie, sauf que je travaille avec des particuliers et je les aide de la même manière que vous l'avez fait, que je l'ai fait, à réorganiser toutes les différentes parties de leur vie, professionnelle, personnelle, etc. Donc, j'aime bien mettre le parallèle entre votre parcours et le mien parce que ça me parle beaucoup. Bien, alors maintenant, je voudrais parler de toi parce que aujourd'hui, si on est là, c'est parce que je voulais te parler de la place des femmes. De la place des femmes, tu es une femme, je suis une femme. On a une place à trouver dans cette société. Et, euh, et donc, c'est le thème de notre entrevue aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur 4 mots qui m'ont frappé dans ton profil sur les réseaux, qui m'ont beaucoup plu. Je voudrais que tu en parles. Lorsque tu parles de toi, lorsque tu te décris sur un réseau social dans ton profil, tu dis que tu es psychologue, coach, magicienne et exploratrice. Waouh! Ces 4 mots qui sont waouh pour moi. Et je voudrais que tu me dises comment tu te définis à travers ces 4 mots-là, s'il te plaît. Merci pour cette question. Et j'ai envie de rajouter même un cinquième mot qui est maman. Parce que comme tu l'as dit, voilà, c'est une des plus belles parties de mon identité d'être maman. Et puis voilà, c'était depuis toute petite un rêve de devenir maman. Donc j'ai eu la chance, voilà, que tout se passe bien. Et puis effectivement, professionnellement, j'ai fait un parcours de formation de psychologue à l'université. Je me suis spécialisée en neuropsychologie. Ça veut dire que moi, j'adore m'intéresser à comment fonctionne le cerveau, ou comment il dysfonctionne et comment il nous fait faire ce qu'il a envie qu'on fasse, comment parfois il nous fait tomber dans les panneaux, comme on dit. Donc ça me passionne et j'ai travaillé pendant 8 ans dans un hôpital aussi, plus spécifiquement où j'accompagnais des patients qui avaient un cancer. Et à cause de cet événement de vie, à cause aussi de tous les traitements, évidemment, le cerveau commence à bugger. Donc, Mhm. je m'étais passionnée pour cette science-là. Ensuite, le deuxième mot, c'est coach, parce que en ayant fait la neuropsychologie à l'université, je me suis rendu compte qu'on était formé au fait de faire des bilans, de faire un état des lieux avec le patient. Et je me suis rapidement sentie coincée, de ne pas pouvoir aller plus loin. Moi, j'avais envie de pouvoir aider les gens à rebondir, voir comment est-ce qu'on se remet dans l'action, comment est-ce qu'on accueille les difficultés, les dysfonctionnements, voilà, comment on vit avec ce qui est difficile ou comment on trouve des nouvelles solutions, des nouvelles alternatives. Et donc, en 2012, j'ai commencé à me former au coaching et je trouvais ça génial, je trouvais ça hyper complémentaire. Ça m'a ouvert aussi, évidemment, tout le monde du développement personnel en faisant cette formation de coach. Et donc, voilà, ça a été les débuts pour moi aussi d'une compréhension du monde, de l'humanité et bien sûr de moi-même et de mes proches.
Donc ça, c'est pour l'aspect coach. Ensuite, magicienne et exploratrice, ce sont des archétypes que j'ai découverts récemment avec un de mes amis qui est spécialisé dans le branding. Et en faisant ce travail d'identité au niveau de qui je suis, au niveau de qui je suis aussi dans mon entreprise, eh bien, ce sont des mots qui sont ressortis. Et magicienne, c'est le fait d'arriver vers les autres personnes en voulant leur faire vivre des expériences qui transforment. Donc, j'aime aller à la rencontre des personnes et de pouvoir leur faire prendre conscience de choses importantes dans leur vie. Voilà, quand on dit magicienne, on a très vite l'image dans l'inconscient du pouvoir, mais de la baguette magique, de quelque chose de la transformation. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est de pouvoir laisser quelque chose, laisser une petite trace dans mes rencontres et surtout dans mes accompagnements individuels et collectifs, qui est quelque chose qui se soit transformé pendant notre rencontre. Et puis, exploratrice, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 je te laisse finir. Exploratrice, ça vient du côté à la fois voyageuse que j'ai, parce que j'ai beaucoup voyagé. Mes parents ont été se former aux États-Unis pour faire la médecine. Et donc, à 8 semaines, ils m'ont déjà embarqué dans l'avion et je suis partie très, très loin. Et puis, depuis ce moment-là, j'adore les voyages, j'adore découvrir. J'ai une attirance aussi pour l'inconnu et les inconnus, d'aller faire des rencontres. Et je pense qu'aujourd'hui, l'exploration, ça se manifeste aussi dans la sortie de ce qu'on appelle la zone de confort, où régulièrement, moi-même ou avec mon mari ou avec mes enfants, on a ces envies de se challenger. Et c'est quelque chose qui excite certaines personnes, qui fait très peur à d'autres. Et donc, c'est tout à fait OK de respecter ça. Et en même temps, voilà, nous, ça fait partie de nous, c'est quelque chose qui s'est développé. Chez moi aussi, je vais parler en jeu. Et voilà, j'aime aussi sentir ce qui se passe quand on sort de sa zone, qu'on fait quelque chose qu'on ne connaît pas, alors que notre cerveau nous envoie des signaux de peur en disant ne fais pas quelque chose d'inconnu, de pouvoir aller tester ça et surtout aller chercher du feedback dans cette exploration. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Pour le coup, cette sortie de zone de confort, je pense que tu l'as largement exploité avec tout ce que vous avez pu faire. Vous avez fait, tu parlais de voyage, vous avez fait un long voyage, notamment en Inde, assez inconfortable par moment. Donc, je pense que… Voilà, on a voyagé pendant un an, il y a 2 ans et demi. Et effectivement, voilà, ça a été de l'exploration et de la sortie de zone de confort en permanence. C'est ça. Ok. Bon, moi, ces 4 mots me font rêver. Les deux derniers me font rêver. Il y a le côté psychologue, le côté du savoir, maîtriser les concepts et les mécanismes. Et puis, le talent du coach qui, effectivement, accompagne, guide, amène de point A à point B, est capable de faire sortir les gens de leur coquille, de les amener, de les faire découvrir des tas de choses. Donc, c'est pour ça que ces 4 mots me parlaient. Je te remercie pour tes explications. Alors, tu disais, je vais parler en jeu. Alors oui, reprenons la fameuse place de la femme. Donc, nous sommes rencontrés en cette fin d'année 2021, puisque nous étions ensemble à la retraite de Romain Clamaron et nous avons passé 2 jours ensemble. On est passé de l'année 2021 à 2022 ensemble et on a participé ensemble à des groupes de parole, des cercles, des échanges collectifs, etc. Et puis, alors, il y a cette phrase que tu as dite, je suis désolée, je sais que ça fait plusieurs fois que je te le dis, mais elle m'a tellement frappée, cette phrase où tu as dit « Pourquoi est-ce si difficile de prendre sa place de femme ?» Alors moi, quand je t'entends parler, là, j'ai l'impression que ta place de femme, tu l'as trouvée, qu'elle n'est pas difficile. Mais si tu as dit ça, c'est que quelque part, il y a une difficulté quand même qui se cache derrière ça. Donc, j'aurais voulu que déjà d'une part, que tu puisses parler à tout le monde et nous dire qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place de femme pour toi et pourquoi tu as le sentiment que c'est difficile. Écoute, merci pour cette question. Et effectivement, c'est une réflexion qui m'est venue quand on s'est rencontrés et qui me poursuit en fait depuis plusieurs années parce que je participe régulièrement à des cercles de femmes et souvent je suis confrontée à la souffrance, je pense qu'on peut le dire, le fait d'avoir une femme qui craque, qui se met à pleurer, qui exprime de la peur, même de la colère, dans le fait de ne pas savoir, de ne pas oser prendre sa place. Et effectivement, prendre sa place,
ça peut vouloir dire beaucoup de choses parce qu'on peut partir vers la confiance en soi, on peut partir sur la notion de compétence et d'aptitude, on peut partir dans la notion de comparaison. Donc, il y a plein de choses. Je pense que c'est assez multifactoriel de prendre place. Et effectivement, je pense que si on revient à un niveau très basique et archaïque de l'humanité, la femme a eu une place à prendre très rapidement, qui était de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants. Quelque part, c'est dans notre ADN de faire une famille, de s'en occuper. Et c'est l'homme qui part à la chasse, qui sort de la grotte et de la caverne, qui part avec son courage, avec ses outils, et qui va chercher à manger pour ramener ça à la famille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la femme, dès ses premiers moments de développement en fait, personnel, la femme a pris sa place et ça lui a permis de développer ses talents de communication. Parce qu'en étant entre femmes, elles se sont beaucoup parlé, elles ont beaucoup discuté entre elles de ce qu'elles vivaient, de ce qu'elles ressentaient. Alors que l'homme, lui, partant seul face aux animaux sauvages, a peut-être moins développé ses capacités de communication. Mais par contre, il y a quelque chose de l'ordre de je suis le pilier de la famille, c'est moi sur qui on compte, et quelque chose du leadership, on peut dire, qui s'est développé de voilà, on compte sur moi, c'est moi qui dois tout donner, voilà. Et donc, quelque part, peut-être que depuis ce moment-là, il y a des choses qui se sont développées, peut-être même cristallisées, on peut dire, dans la femme, voilà, elle va rester avec les autres femmes, avec les enfants, et elle va moins vers l'extérieur. Donc voilà, ça c'est une réalité qui existe, mais c'est pas pour ça que c'est comme ça que les femmes peuvent se figer ou se mettre des bâtons dans les roues. C'est voilà, une des hypothèses, on peut dire. Après, il y a tout le côté éducationnel qui est lié aussi au fait que peut-être qu'une femme ou une petite fille, par rapport à un garçon, on va lui donner moins de place. Dans certaines cultures, dans certaines régions du monde, la petite fille et le petit garçon n'ont pas du tout la même place et se voient l'un et l'autre valorisés, voire dévalorisés. Carrément, oui. Donc, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de ça aussi. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Alors, sur l'aspect communication que je n'avais pas vu, en te posant la question, je n'avais pas vu cet aspect-là. Et je te rejoins totalement par rapport aux personnes que je peux rencontrer, par exemple, dans mes coachings. Je ressens nettement le côté communication beaucoup plus développé chez les femmes que chez les hommes. Donc, cette capacité à vouloir communiquer, comprendre, arranger les choses, faire en sorte que les choses se passent bien. Donc, l'aspect communication est très important et très présent chez les femmes. Alors, le côté leadership et pilier de la famille chez l'homme aussi. Et c'est évident, là c'est pas besoin de le préciser. C'est quelque chose qui est entendu, comme tu dis, aussi dans les cultures, l'éducation, etc. Mais alors, le problème qui se passe, c'est lorsqu'on rencontre des femmes, des personnes que l'on veut aider justement à fabriquer leur propre vie, à se réinventer, comme vous dites. Il y a cette part de peur, de crainte et donc de dépendance qui fait que ces personnes-là, ces femmes-là ne s'assument pas en tant qu'elles et qu'elles pensent qu'elles ont toujours besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Il y a de la dépendance affective parfois et de la dépendance financière. Il peut y avoir des tas de dépendances qui font qu'elles ne s'assument pas telles quelles. Et c'est ce qui est compliqué pour leur faire passer le cap et de leur faire comprendre qu'elles existent pour ce qu'elles sont, elles, toutes seules, et pas forcément à travers quelqu'un d'autre. Et du coup, je suis contente de pouvoir parler avec toi parce que je suis cette femme-là, parce que je suis seule, et j'existe, et je fabrique ma vie autour de mes envies seule. Et c'est là où je voudrais donc du coup que tu m'expliques comment toi, qui es dans une famille avec un mari et des enfants, comment toi tu vois la chose et comment toi tu t'affirmes et tu prends ta place par rapport à ça. Oui, écoute, c'est quelque chose qui n'est pas évident, toujours d'expliquer aux autres, voilà, comment est-ce qu'on fait pour… je pense que c'est aussi une série d'expériences
parfois d'anecdotes qui font que quand on s'écoute, à un moment donné, on sent quand ça convient ou quand ça ne convient pas. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que déjà, en travaillant dans un milieu de psychologie de femmes, on se rend compte aussi, parce que voilà, on dit qu'il y a beaucoup de leadership chez les hommes, mais chez les femmes aussi, évidemment. Et il y a certaines femmes qui prennent plus le rôle de leader, on va dire, et d'autres qui ne vont pas prendre de place. Ce n'est pas prendre sa place, c'est ne pas prendre place du tout, voire s'effacer, faire même en sorte qu'on ne se souvient même plus qu'elle était à la réunion, tellement cette femme a fait en sorte de ne pas exister. Et donc, tout ça, évidemment, ce sont des mécanismes de défense. Oui. On s'entend sur le fait que certaines personnes manquent de confiance en elles, ou ont peur du jugement, ont peur de la critique, et donc vont mettre en place tous les mécanismes possibles pour, et le cerveau va bien les aider pour ça, pour être dans la survie et donc ne pas se manifester, rester en mode introverti. Et donc, ça fait qu'évidemment, on va très vite voir aussi certaines femmes qui vont rester dans l'ombre ou d'autres qui vont vouloir aller dans la lumière. Mais là aussi, on se rend compte, et l'histoire nous a montré que voilà, les femmes se sont émancipées petit à petit, mais il y a eu quand même une très longue période où la femme était, comme tu disais, dépendante de son mari. Moi, je me souviendrai toujours parce que j'ai une grand-mère qui était femme au foyer et une autre grand-mère qui était infirmière, qui a fait de l'aviation. Et donc, voilà, j'avais deux grand-mères très différentes, l'une qui cherchait son indépendance et l'autre qui vivait la dépendance. Et alors, ma grand-mère Francine, qui cherchait l'indépendance, disait toujours « Je ne comprends pas comment ton autre grand-mère doit pleurer chez son mari pour aller s'acheter une paire de chaussettes. » Et donc, voilà, ça montre bien effectivement la notion de dépendance que la femme ressent vis-à-vis de l'homme et qui fait qu'elle reste bien en dessous, en position d'infériorité. Est-ce que du coup, oui, ça me fait sourire ton parallèle entre les deux grand-mères parce que il y a beaucoup de femmes qui vont pleurer pour avoir à s'acheter quelque chose, mais qui aimeraient être comme l'autre grand-mère, qui aimeraient, Ouais. mais toi, en tant que professionnel, quel conseil tu leur donnerais pour arriver à sortir de cette zone, à dépasser ça? Parce qu'il il y en a plein qui ont envie, qui veulent, hein, qui sont là, qui admirent, qui s'identifient à plein de personnes, enfin, qui ne s'identifient pas, mais qui sont inspirés par des femmes, par des leaders, des femmes qui ont trouvé, qui ont pris leur place, mais qui ont envie, mais qui ne passent pas le cap. Quel conseil tu leur donnerais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, de quoi s'imprégner Alors, je pour... pense que la première étape, c'est de pouvoir exprimer ses besoins. Et là, je pense que toi, tu es bien placé parce que c'est ce que tu fais avec tes clients, c'est de clarifier ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et c'est une étape hyper difficile parce que souvent, on sait ce qu'on ne veut plus, mais c'est difficile de dire ce qu'on veut parce que comme on ne connaît pas, notre cerveau n'a pas de référentiel, dire qu'est-ce que je veux exactement, où est-ce que je veux être dans 1 an, dans 5 ans, combien je veux gagner, quel type d'homme je veux attirer dans ma vie, c'est tellement difficile et impalpable, c'est un vrai exercice. Et donc, je te félicite aussi d'avoir choisi cette voie-là de guide pour aider les personnes à clarifier ce qu'elles veulent. Parce que exprimer ses besoins et exprimer ce qu'on veut dans la vie, c'est vraiment la première étape, je pense, pour pouvoir prendre sa place. Oui, Une fois qu'on a effectivement. clarifié, il va falloir pouvoir trouver les bonnes personnes pour exprimer, trouver un environnement soutenant qui va venir soutenir nos besoins, qui va nous aider à nous réaliser dans nos besoins. Et ça, là, évidemment, que la dimension du couple est très importante parce que dans certains couples, on sent qu'il y a une hiérarchie avec l'homme ou parfois la femme. Hein, on dit c'est la femme qui porte la culotte. De voir est-ce que chacun peut exprimer ses besoins. Et là, lorsqu'on va pouvoir mettre ça au même niveau, en analyse transactionnelle, on va partir des positions hautes, la position de parent et la position basse, qui est la position de l'enfant. Souvent, on retrouve ces deux positions-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'on n'ose pas prendre sa place. Et donc, l'analyse transactionnelle nous apprend à reprendre chacun une position d'adulte. Donc, remettre tout le monde au même niveau, rééquilibrer celui qui décide. D'accord. Et donc, c'est donc exprimer ses besoins et arriver à se faire entendre et à installer
ces positions d'adulte dans la communication et dans les personnes avec qui on veut que ces besoins soient entendus et qu'on puisse aller plus loin dans notre démarche. Je te remercie du coup d'avoir rebondi sur ce que je fais, enfin, et surtout sur la première partie qui est très importante, ce que moi j'appelle ça faire le point, mais c'est effectivement faire la clarté. C'est comme tu dis, effectivement, savoir ce qu'on ne veut plus, effectivement. Ça, les gens souvent nous contactent en disant j'en peux plus, je veux plus, je veux plus. Oui, mais alors si on sort tout ça de ta vie, qu'est-ce qu'on y met à la place, quoi? Qu'est-ce que tu veux finalement, quoi? Donc effectivement, faire le point sur sa vie pour savoir qu'est-ce qu'on va programmer. Alors finalement, de quoi elle va se composer cette vie, effectivement, c'est une des plus grosses parties du travail qui prend plusieurs semaines pour effectivement faire le point. Je te remercie d'avoir rebondi sur ça. Et puis, effectivement, il y a des caractères aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes plus introverties que d'autres. Et moi, j'étais une grande timide petite, très introvertie. Et j'ai rencontré un homme très extraverti. C'est un bélier, donc il fonce, c'est un visionnaire, il a mis l'idée à la minute. Et quelque part, il est très compétitif, je ne le suis pas du tout. Donc, quelque part, voilà, on s'est bien trouvé parce qu'on est complémentaires. Et en même temps, on a chacun évolué dans nos domaines professionnels jusqu'au jour où on a décidé de travailler ensemble. Oui. Et là, ce qui s'est passé, c'est que au début, comme moi, je fonctionnais plus en mode je suis à côté de mon mari parce que lui, il a les idées, etc. Et je l'assiste. Donc ça, c'était notre mode de fonctionnement jusqu'au jour où un jour, je lui ai dit, ben, en fait, j'ai l'impression que c'est toi qui conduis la moto et moi, je suis juste à côté, tu vois, dans le Le sidecar. sidecar. Oui. Je dis, c'est pas juste, c'est toujours toi qui conduis, c'est toi qui donnes la direction. En fait, j'en ai marre de ça. Ouais. Sauf que lui, il m'a rétorqué en bon coach qu'il est. Je pense que quelque part, tu te confortes dans cette position-là et tu n'es pas si mal que ça. Tu t'es mis dans cette zone de confort d'être assise dans le sidecar avec tes cheveux qui volent au vent. Ouais. Et quelque part, là, j'ai pris conscience de la position que j'ai prise d'être à côté et d'assister ou de faire le copilote. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai mis de la clarté là-dessus et qu'on a pu tous les deux avoir cette position d'adulte et d'entendre ça, j'ai fait cette demande en disant maintenant, je veux ma moto et je veux rouler à côté de toi, mais qu'on ait chacun notre moto. D'accord. Et donc, c'est une image que j'adore, on l'utilise beaucoup, on la partage beaucoup, parce que c'est effectivement le fait de pouvoir chacun prendre sa place et de chacun aussi à un moment donné pouvoir se dire je m'arrête sur le bord de la route, tu peux continuer un peu, ou on peut chacun choisir la direction. Et c'est très important, surtout dans un couple ou dans une association d'entrepreneurs, c'est vraiment d'être aligné sur les besoins qu'on a et comment ils sont entendus et respectés dans l'environnement. Ok, oui, très bien. Alors effectivement, cet exemple des motos, vous l'aviez partagé au mois de décembre et il est génial. Oui. J'aime beaucoup l'analogie avec les motos. Je me repose un petit peu, tu peux continuer et puis je te rejoins un petit peu plus tard. C'est pas mal. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, pour ma part, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te demander. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses par rapport à ce sujet, à ce thème. Tu nous as déjà partagé pas mal de choses. Euh, j'avais envie, ça n'a rien à voir, mais je trouve ça important. J'avais juste envie de rajouter que dans tout ce processus, le rôle des valeurs est très important, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les valeurs que nous portons doivent nous aiguiller pour prendre cette place parce que si on n'est pas aligné avec les valeurs que nous portons au fond de nous et non pas celles que nous faisons semblant de montrer à la face du monde, je trouve qu'il est très important. Moi, je rebondis beaucoup sur ça, sur mes valeurs. Bon, les miennes sont entre autres la valeur et l'authenticité. Ça aide quand même beaucoup, je trouve, à se positionner, à prendre sa place et à se montrer aux yeux des gens, aux yeux du monde et à s'affirmer, peu importe la place qu'on veut occuper, on n'est pas obligé, comme tu dis, d'être le leader, mais peu importe la place qu'on veut occuper, je trouve que c'est très important d'avoir conscience de ces valeurs, des vraies, parce que parfois on se ment un petit peu, hein. On croit qu'on a certaines valeurs et en fait c'est juste une façade, mais je trouve qu'il est important de les connaître réellement et de les affirmer et de s'y tenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi ou pas.
Je voulais Je suis juste tout à fait d'accord avec toi. Et connaître ses valeurs, ça nous permet aussi de pouvoir identifier ses besoins et puis aussi de prendre des bonnes décisions. Parce que quand on veut prendre sa place, forcément, il y a des choses qu'on doit parfois changer, donc on doit prendre des décisions. Et donc, ça demande de bien connaître ses valeurs. Et comme on disait tout à l'heure, c'est de sentir à un moment donné quand ça ne me convient plus, c'est que je ne suis plus alignée avec mes valeurs. Donc là, ça d'où commence à coincer dans ouais, le corps, parfois on a des douleurs, on tombe malade, parce qu'on n'est plus aligné. d'où l'importance de faire la clarté, de faire le point et de se connaître vraiment, faire vraiment connaissance avec soi. Ça aussi, c'est une partie importante des accompagnements que vous proposez et que je propose. Alors justement, revenons un petit peu sur ce que vous proposez avec Nicolas. J'entreprends ma vie. Qu'est-ce que tu as à proposer là à notre communauté qui nous écoute pour suivre un petit peu vos projets, voir ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter. Tu nous parles un petit peu du village. J'ai rejoint dernièrement le village. Je fais partie du village, moi aussi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, qu'on sache un petit peu comment, du coup, maintenant, pour les personnes qui ne te connaissaient pas et qui ont fait connaissance avec toi et qui ont envie de poursuivre, explique-nous un petit peu comment on peut faire. Yes, écoute, merci de me donner cette occasion-là. Donc, en gros, pour expliquer avec qui on travaille, donc on travaille avec trois types de personnes qui sont tous des entrepreneurs de leur vie, puisqu'on a créé ce mouvement J'entreprends ma vie, c'est devenu notre philosophie de vie. Et donc, les premières personnes qui veulent entreprendre leur vie, elles sentent qu'elles ont quelque chose à changer dans leur vie. Elles veulent entreprendre un voyage, elles veulent écrire un livre. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est parfois plus de l'ordre du développement personnel, mais c'est un projet qu'elles veulent mener à bien. Mhm. Ensuite, on a des personnes qui veulent se lancer et faire de leur projet une entreprise, un business, qu'elles puissent même en vivre. Donc ça, ce Oui. sont ce qu'on appelle les starters. Et puis, le troisième niveau, ce sont des entrepreneurs qui ont déjà des clients, qui ont une entreprise et qui veulent avoir plus de visibilité, plus d'impact dans le monde. Donc ça, c'est le troisième groupe. Et ce qu'on a voulu, et donc on a vraiment beaucoup travaillé en 2021 sur cet écosystème de rassembler ces entrepreneurs dans un lieu. Et aujourd'hui, eh ben, le web est partout et donc on a créé un lieu digital qu'on a appelé le village où on peut rassembler toutes ces personnes-là parce qu'on sait que les personnes qui ont un nouveau projet, qui veulent entreprendre, la plupart de ceux-là vivent la même souffrance et la solitude. C'est très difficile de se faire reconnaître, entendre dans un nouveau projet, surtout quand on part à 180 degrés, Oui. quelqu'un qui a fait, qui a fait logopède et puis tout d'un coup qui veut devenir pâtissière. Son Ouais. entourage ne comprend pas, ou très peu. Et donc, on a voulu rassembler ces personnes-là qui ont envie de faire un petit changement ou devenir complètement extraterrestre, hein, mais qu'elles puissent se sentir soutenues dans une famille qui les comprend, qui vibre de la même manière, qui utilise le même jargon et que ça puisse être un environnement qui soit boostant. Donc voilà, on a créé maintenant ce village. C'est une application aujourd'hui, c'est le village Entreprends ma vie. On va pouvoir retrouver voilà, les différents niveaux de ces personnes. Quand je dis niveau, c'est en fonction de leur avancement de projet. Et effectivement, ben voilà, il y en a qui sont au début de cette quête-là de changement et il y en a qui sont déjà plus avancés sur le chemin. Et en même temps, tout le monde a les mêmes challenges, tout le monde se pose les mêmes questions. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est ça. Très bien. Alors, je mettrai le lien pour qu'on puisse vous rejoindre, parce qu'on peut vous rejoindre en tant que visiteur, on va dire, du village, et on peut en Oui, faire partie oui, intégrante. Donc, je mettrai le lien pour que les gens puissent venir un petit peu vous voir, nous voir. Je rebondis sur le terme de famille et de bienveillance au sein du village. Alors, la première fois que vous en avez parlé, j'arrivais pas trop à imaginer ce que c'était le village. J'avais l'impression que j'allais me promener quelque part. Et c'est un petit peu ça, quelque part, on se croise, on se recroise. Il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des conférences où on va apprendre des choses. Et puis surtout, ce qui est très important et que je note dans ce milieu d'entrepreneurs où on se sent parfois isolé derrière notre ordinateur et derrière notre projet,
tout seul. Et c'est toute la différence des personnes qui travaillent dans une entreprise, c'est qu'on se retrouve tout le temps seul, souvent seul. Et bien, ce lieu-là est un lieu où on va croiser des tas de personnes qui sont dans le même cas que nous, effectivement. Et il y a Des beaucoup nouveaux collègues. c'est ça, de nouveaux collègues, c'est ça. Ben, on se recrée un nouveau cercle avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, de conseils, d'accompagnement, de soutien, de punch, enfin tout ce qu'il faut pour se lancer, pour entreprendre sa vie. Écoute, Effectivement, effectivement, juste je précise, chaque mois, on aide les personnes à se fixer des objectifs pour le mois. On accueille un intervenant externe qui nous apporte ses enseignements. Et puis, à la fin du mois, on propose aussi un moment de cercle de parole, de célébration, qui permettent de venir célébrer ce qui s'est passé de positif et de venir aussi qu'on puisse accueillir dans le cercle ce qu'il y a à déposer, parfois de plus difficile. Donc voilà, c'est vraiment, comme tu dis, un écosystème bienveillant pour accueillir tout ça. Ok, très bien. Mais je te remercie beaucoup, Sandrine, pour toutes ces belles choses que tu nous as apportées. Et voilà, je vous mets le lien, comme ça vous pouvez aller rejoindre Sandrine et Nicolas et leurs enfants, parce que je crois qu'il y a le grand aussi qui participe un petit peu, hein, parce que c'est déjà un entrepreneur. Bon, ce n'est pas le sujet, mais vous irez le découvrir dans le village. Voilà, je te dis à bientôt, Sandrine. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Avec grand plaisir. Et si je peux terminer avec une petite phrase pour la fin. Ouais, je t'en prie. Un message que j'ai reçu d'un de mes amis coach qui m'a vraiment aidé, c'est n'attends pas qu'on te donne ta place, prends ta place. Et effectivement, personne ne nous donne notre place. On est tous en train de chercher où est-ce qu'on est le mieux. Et donc, c'est là que c'est important d'être vraiment actif dans cette démarche de prendre sa place et d'oser, en fait, un petit peu à la fois, oser une nouvelle place et de sentir ce que ça fait. Et notre corps, de toute façon, nous dit tout de suite si c'est juste ou pas. Oui, il faut s'écouter. Il faut oser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oser, oser, oser. Même si ça fait peur, il faut oser. Et tout à fait d'accord avec toi, notre corps et notre petite voix nous dit si ça va ou si ça ne va pas. Et puis, rien n'est jamais irréversible, quoi. Il faut oser. J'adhère à 3000%. Merci. Merci Écoute, beaucoup, merci Sandrine. pour cette entrevue et voilà, et tous les membres de ta communauté sont les bienvenus pour nous retrouver dans le village. Eh ben, je te remercie beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, Sandrine. Au revoir. Au revoir.